dédié à tout le champ très vaste de l'immersif, des réalités virtuelles, des réalités augmentées et des mondes métaversiques, là aussi des mondes nouveaux. Et là-dessus, plutôt que moi de vous développer ça, j'ai demandé à Jean-Michel Jarre, qui est l'un de nos principaux inspirateurs de ce plan et fin expert de ces enjeux, de vous dire quelques mots. Merci beaucoup Jean-Michel d'être là. Merci Madame le Ministre. J'ai appris d'ailleurs dans tes murs un nouveau mot, ça s'appelle un manche debout. C'est ça. Je ne savais pas. Voilà, je pense que j'étais peut-être pas le seul, mais enfin en tout cas c'était... Alors moi je commencerai aussi cette courte intervention en citant Michel Serres. Nous dépendons de ce qui dépend de nous. Et je pense que dans le cas du... On ne s'est pas concerté sur Michel Serres. Pardon ? On ne s'est pas concerté sur Michel Serres, mais comme quoi on a les mêmes intuitions. Et puis parce que Michel Serres a dit un certain nombre de choses frappées au coin du bon sens, comme disait ma grand-mère. Donc effectivement, aujourd'hui, le sujet du métavers, je vais essayer de faire court, est d'autant plus ambigu que peu de gens y comprennent quelque chose. En fait, beaucoup de gens voient ça comme un danger pour le spectacle vivant. En fait, la réalité, elle est tout à fait ailleurs. On vit un grand moment de disruption, notamment causé par la période du Covid qui nous a finalement tous rapprochés de gré ou de force aux interfaces numériques, et qu'il est né de cette habitude aussi pour les créateurs de se poser la question de savoir si on pouvait éventuellement s'exprimer de manière différente. Et en fait, tout le sujet de réalité virtuelle, il pose plusieurs questions. D'abord, le fait que on mette en question, comme d'habitude, une nouvelle technologie, comme ça a été le cas, par exemple, au début du cinéma, quand les frères Lumière ont commencé, les gens du spectacle vivant jugeaient avec une certaine condescendance ces gens qui s'agitaient sur un drap blanc en disant ce ne sont pas des vrais acteurs, un véritable acteur c'est quelqu'un qui est sur une scène avec un public physique. Or, le cinéma est devenu l'art majeur que nous connaissons. Le cinéma a été inventé en France, Internet aussi a été inventé en France, on se l'est fait piquer par les Américains, et aujourd'hui on a un véritable enjeu qui est le fait de savoir si on veut justement continuer à partager notre vision du monde, continuer justement à ce que notre langue existe au-delà de nos frontières, et au fond, le souhait de pouvoir participer à une souveraineté mondiale en termes de nouvel Internet, du Web 3.0 comme on l'appelle, c'est-à-dire le fait de pouvoir justement arrêter de séparer d'une certaine façon la tech de la culture. C'est-à-dire qu'on sait que la technologie est intimement liée aux différents mouvements culturels. C'est parce qu'on a inventé le violon que Vivaldi a fait la musique qu'il a faite, parce qu'on a inventé justement le cinéma qu'on a les artistes que nous avons. Et donc aujourd'hui, le métavers et tous les sujets de réalité virtuelle dépendent donc effectivement d'une part de cette prise en compte des outils technologiques, et d'autre part aussi le fait que nous devons aussi cesser de séparer systématiquement les outils de production et les outils de distribution. Et je pense que ça, c'est une chose qui est très importante et qui demande un investissement, mais qui demande aussi de s'investir. Et on a du jus de cerveau en France et en Europe, on peut faire les plus belles productions dans tous les domaines que le monde nous envie, à condition qu'elles soient vues et à condition qu'elles soient partagées. Donc ça veut dire que l'investissement qu'on doit faire, ça doit être aussi un investissement qui est dans l'intérêt de participer à la souveraineté mondiale dans le domaine du numérique qui nous attend. Et effectivement aujourd'hui, d'avoir au fond la même approche que ce que nous avons eu pour l'aéronautique il y a 30 ou 40 ans avec Airbus. Le fait que tout le monde nous riait au nez en disant il y a 30 ou 40 ans qu'on allait être un des leaders, sinon le leader mondial en aéronautique. C'est le cas avec Airbus, et qui est allé investir et qui est allé exister dans des pays comme les États-Unis, comme la Chine, comme l'Asie. C'est la même chose pour l'écosystème du numérique. Si on veut justement ne pas laisser
ne pas passer sous les fourches caudines des Américains en particulier en domaine de soft power, dans le domaine de contenu. Il faut absolument qu'on s'investisse sur les domaines sur le domaine de distribution. C'est-à-dire d'arriver à avoir des moteurs de fabrication, de création en matière de réalité virtuelle qui soient franco-européens, d'avoir un cloud franco-européen. C'est tout à fait possible. Et là où on a de la chance, c'est que les étoiles s'alignent pour nous, les créateurs, entre un président ici qui qui est totalement en France, qui est totalement convaincu de cette idée, une ministre, Rima, qui est aussi totalement convaincue à ce sujet, et aussi un troisième acteur qui tient un peu les cordons de la bourse, qui est Bruno Bonnell, qui est à la tête de France 2030, pour justement... Général pour l'investissement. Pardon ? Notre secrétaire général pour l'investissement. Exactement. Donc, alors évidemment, France 2030, c'est un peu important. Ce qu'il faudrait penser, c'est à France 2023. Parce qu'en fait, il y a une urgence. C'est-à-dire que c'est bien de pouvoir, nous comptons sur toi, Rima, pour justement faire accélérer les choses. La création en matière de réalité virtuelle est extrêmement active en France. Je citerai 4 exemples au hasard. La jeune start-up Emissive, qui vient, tu le rappelais tout à l'heure, de réaliser un projet exceptionnel de la visite de Keops, qu'on présente en ce moment à Lima, qu'il présente à Lima en ce moment en réalité virtuelle. Une société comme Backlight qui s'est spécialisée aussi pas que ça, mais dans la danse, dans le monde de la danse et de la chorégraphie, avec cette très belle réalisation, le Bal de Paris de Blancali. Il y a aussi cette Digital Rise qui a, dans le domaine du théâtre immersif, qui a réalisé une très belle création Mandala qui a été présentée au Festival de Venise. Et une start-up qui s'appelle Vroom, avec laquelle j'ai eu le bonheur de participer dans le domaine de la musique, du spectacle vivant, et qui développe une plateforme, la première plateforme de spectacle vivant française. On s'aperçoit donc qu'on a, comme d'habitude, des gens de grand talent ici. Le problème, c'est qu'effectivement, ces gens ont besoin très rapidement qu'ils puissent être aidés et qu'on puisse passer d'une situation où qu'on a vécu en termes de subventions qui procédait au saupoudrage systématique, au fait que, bien sûr, il faut aider et satisfaire tout le monde, mais en même temps, essayer d'identifier 1 ou 2 champions par secteur et mettre le paquet, si j'ose dire. Ça, c'est une chose qui est importante. N'oublions pas que Meta, Facebook, investit 10 milliards par an dans le sujet du métavers. On n'est pas du tout sur les mêmes chiffres, bien entendu, non. Mais David et Goliath, on sait qu'on peut être un David à partir du moment où on nous donne quand même une épée. La créativité n'a pas de prix. Voilà, mais à partir du moment, Rima, où on nous donne une épée et pas un cure-dent. On va dire, ou pas un cure-dent. C'est-à-dire qu'on nous donne quand même les moyens de nous exprimer. Et donc, au fond, comme d'habitude, on ne se rend pas compte que, par exemple, si on prend le cas, et j'en finirai presque par là, que Meta est les sociétés américaines, comme ça a été le cas pour le GAFA, en fait, veulent contrôler en fait le soft power et le contenu. Aujourd'hui même, n'importe quelle création numérique, quand on va vouloir y avoir accès, il va falloir passer par des stores, c'est-à-dire des magasins numériques, qui sont contrôlés par qui ? Par justement ces sociétés de hardware comme Meta aujourd'hui, et qui vont nous faire payer un tarif qu'ils vont fixer et qui peuvent aussi exercer une censure pour des raisons idéologiques ou des raisons de format, etc. Donc, il est urgent qu'on accède à cette indépendance. Et puis, je dirais que quand on parle de réalité virtuelle, on oublie, tout le monde parle de l'univers visuel, mais on oublie le son. Et je voudrais rendre hommage justement à Sybille Veil, la présidente de Radio France ici, pour rendre hommage de manière générale au service public, qui est absolument défricheur en la matière depuis des années, des décennies. Je viens de là, j'ai étudié chez Schaeffer au groupe de recherche musicale, et déjà, il y avait la volonté du service public de pousser les murs sur le plan de l'immersion. Et je pense que c'est un cheval de Troie, le son, qui ne coûte pas très cher, mais qui permet justement de pouvoir aussi faire accélérer cette idée de souveraineté française et franco-européenne. On a les outils,
On a les talents, et je pense qu'il faut simplement maintenant cesser de penser que le métavers est quelque chose qui est perdu, qui est déjà aux mains des Américains. Rien n'est joué, et je pense que c'est dans les mois qui viennent que ça va se décider. C'est à nous de prendre les choses en main. Voilà. Merci. Donc je précise que Jean-Michel Jarre a bien voulu être ambassadeur du plan France 2030 avec d'autres collègues pour nous aider justement à donner un cap, connecter les bons écosystèmes, défricher ces territoires complètement nouveaux, faire les bonnes comparaisons internationales, trouver cette spécificité française qui vient aussi, comme tu l'as très bien dit, de cette approche aussi de liberté d'expression à défendre, de liberté de création, parce qu'on voit déjà ces censures à l'œuvre aussi dans ces espaces numériques. Donc d'avoir une approche voilà, qui s'appuie sur nos atouts, sur notre audiovisuel public, sur nos musées, sur notre patrimoine, sur notre cinéma, sur nos talents d'écriture. Et c'est vrai qu'on a tous les atouts en France pour affronter ces défis. Absolument, et n'oublions pas que Zuckerberg veut dire montagne de sucre en allemand, et que le sucre est mauvais pour l'homme en trop grosse quantité. Voilà.